KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Les après-midi du jeudi, grands emplacements vides d'un seul tenant, offrirent leur terrain à bâtir aux 4 dissertations mensuelles. Quant au samedi soir, où selon sa coutume bourgeonnait le dimanche, Augustin le réservait pour l'histoire de l'art. Les salles du Louvre se prêteraient le lendemain aux explorations. En un an, il dépouillerait tout le musée. L'avenir, n'est-ce pas, était à lui. Mais la philosophie eut la place privilégiée. Dans l'étude du matin, dorée en hiver, azurée dès mars, glaciale et désencombrée, comme un prolongement de la nuit, se constitua toute seule une haute cellule monacale, aux cloisons invisibles sans doute, mais d'une admirable puissance de clôture. Le bruissement continu de ses camarades faisait partie de son bonheur, comme les moucherons de l'été. Il se trompait simplement d'heure et de saison et bruissait trop tôt. Monsieur D, petit, ventru, poings velus et sourcils froncés, donnait cette année-là les leçons sur la philosophie française de Descartes à Biran, qu'il reprit plus tard dans ses cours en Sorbonne. Beaucoup moins élégant que M. Rubenson, il lisait ses notes sans coquetterie, de toute sa conscience tendue de brave homme. Mais le cours était de substance riche et nourrissante, sans atteindre encore la maîtrise intellectuelle qu'il devait montrer dans la suite. Plein de comparaisons fouillées avec les autres époques philosophiques, il débordait ses monographies. Et Augustin obtenait de M. D des précisions que la première rédaction du cours ne comportait pas toujours. Toutes ces formes du réalisme spiritualiste, entre lesquelles son maître marquait clairement le progrès, eussent paru de plus en plus aux jeunes philosophes l'unique métaphysique possible, s'il ne se fût aussi laissé attirer par l'idée de M. Rubenson. Les empiètements positifs sur les territoires mêmes de la métaphysique, une réduction du supérieur à l'inférieur, non pas dans l'être, mais dans la connaissance. Le nécessaire accord devrait ne rien perdre des deux sortes d'explications. L'étude était très calme. Quelques élèves terminant leur nuit dormaient franchement, le front sur l'avant-bras. Les becs de gaz chantaient comme des crapauds d'une variété spéciale, au long chant continu et ne brisant pas. Il faudrait étendre les conciliations leibniziennes à un entrelac de causes secondes autrement complexes qu'au XVIIe siècle. Grande œuvre. Augustin ne doutait pas qu'un jour ou l'autre, là aussi, n'est-ce pas, l'avenir était à lui. C'était encore l'hiver. Il y avait conflit entre le gaz et le premier bleu de l'aube. Cette paradoxale et froide joie, dépouillée de gaieté, ressemblait à celle qu'il avait tant aimée, le précédent hiver, lorsqu'il gelait sous 3 couvertures devant les sphinx de M. Rubenson. Une grosse odeur de chicorée, montant des cuisines, commençait de sourdre sous les portes et de pénétrer la pensée pure. Ces petits châteaux intérieurs, splendides et solitaires, cédèrent bientôt sous la pression des barbares. Grossièrement classés, ils constituaient 3 sortes, mais les variétés et sous-variétés créèrent presque autant de catégories que d'individus, et tout classement devint impossible. Les premiers, barbares de luxe, étaient des externes, porteurs de vêtements élégants et de non-juifs. Une sous-branche se composait de ceux qui les imitaient. Venaient ensuite les paysans du Danube, fleuve dont un influent coule en chacune des provinces françaises. Bruyants et hirsutes, ils usaient d'une onomastique toute semblable à celle que quittait Augustin. Mais tandis que chez les anciens camarades du plateau central, ce mode d'expression participait de la sereine simplicité des réflexes,
Il s'accompagnait ici d'une affectée et rabelaisienne joie, soit qu'ils prétendissent à un contraste de vocabulaire et de culture, soit que leur surabondance de vie s'exprima comme elle pouvait. Une dernière série comprenait les silencieux, les réservés, ceux qui fuyaient les frottements. Augustin s'y classait volontiers. Mais des catégories différentes s'affirmèrent en composition française. Non les 6 pages officielles, mais les autres, occultes. Vers, prose, toutes les rêveries, tous les naturismes. Maintes imitations caudataires polycopiaient les maîtres. Christiani, le camarade de la première soirée, qu'on appelait l'ardente aux yeux noirs, faisait du Baudelaire très frénétique. Flaubert n'avait pas épuisé les belles couleurs dures qu'il posait à plat sur ses proses. Une part, non minime, en restait pour traverse. Quant à Lévi-Veil, sa manière consistait en petites phrases courtes, parsemées de mots surannés. Chaque phrase se devait d'être une pirouette, ou une formule, ou une impertinence, ou une sécheresse. Il fallait qu'on y sente, disait-il, la présence d'une absence d'image. C'est ainsi qu'écrivait Voltaire, et aussi Beaumarchais, et aussi Anatole France, mais Renan l'avait gâté. Ceux-là livraient du premier coup tout ce qu'ils avaient à donner. Mais ce n'était pas dans leur groupe qu'il fallait chercher des âmes profondes. Ni Paulin Zeller n'en faisait partie, ni Bruhl, ni Bernier Félix, ni surtout ce taupin qui fréquentait en Cagne Pierre Largillier, dont l'influence devait être si forte sur Augustin plus tard. Mathématicien de grand ordre et connu pour tel, on le savait capable de ce tour de force. Suivre sans note un cours de spécial, les bras croisés, les paupières clignées sur son visage semé de sons. Méditatif et l'air endormi, pas une théorie qui lui demeura obscure. Il les devançait comme Augustin avait fait pour Renan. Ces exercices montraient tantôt une généralité magnifique, tantôt une subtilité inattendue. Beaucoup servaient d'exemple. Mais de plus, il était un de ces rares esprits que les limitations scolaires ne limitent pas. Admiré des cagneux, et même envié, sachant presque autant de philosophie qu'eux, il la sentait beaucoup mieux avec toutes ses correspondances scientifiques. C'était pour leur voisinage qu'il avait voulu rester dans ce lycée littéraire. Son succès fausserait les statistiques, ce qui faisait rire le proviseur, mais remplissait de joie le jeune professeur de spécial. On reprochait à celui-ci de ne pas se mettre à la portée de ses élèves. Mais qu'était cela pour Largillier ? Il suivait son maître dans la splendeur des plus abstraites fêtes, sans plus de besoin d'ajustement pédagogique que l'autre n'avait de souci d'en donner. Il fallut chercher quelque temps pour découvrir Paulin Zeller, jusqu'au jour où une composition française, distinguée et délicate, malgré lui, le révéla. Rien non plus ne faisait remarquer le grand Bruhl, externe d'une lecture déjà considérable dans des directions qu'ignorait Augustin. Massif comme un Suisse, très simple, il riait d'un bon rire populaire. On l'eût pris pour un modeste boursier, mais un des barbares de luxe révéla qu'il était extrêmement riche, fils de la banque hollandaise Bruhl Frères et Harviston, et qu'il passait tous ses dimanches dans une université populaire assez moribonde, dont il tâchait de galvaniser les derniers soubresauts. C'est lui qui appelait Bernier Félix avec une ironie fraternelle. Variété sans serpent, d'Héraclès enfant. De très haute taille et plus vieux qu'eux, Bernier Félix logeait en une blouse noire provinciale un rude corps de gars charpentier. Il restait l'un des rares fidèles à cet accoutrement. Il conservait aussi l'habitude d'écrire son nom avant son prénom au coin de ses longs devoirs calligraphiés. Une propreté rougeaude colorait ses poignets, tel un cultivateur le dimanche matin. Des mains d'une force de tenaille sortaient sans s'attarder à d'inutiles manchettes, directes et simples, comme Dieu les fit. Aux séances de gymnastique, ce grand corps, un peu gauche au repos, réussissait infatigablement les rétablissements les plus durs,
les grandes volées, les croix de fer, les ascensions lentes aux cordes lisses, jambes horizontales, par traction d'un seul bras, avec une lente savourante, dans une ivresse de force, une nostalgie de vie rude et rurale qui lui aurait mis les larmes aux yeux si leur production et leur sortie avaient été compatibles avec d'aussi formidables barrières musculaires. Il était, après Augustin, l'un des rares capables d'écrire sans une faute 6 pages d'un latin, il est vrai fort plat. En histoire, toutes ces dates, tous ces faits, chapelaient dociles. En philosophie, des plus médiocres. Dès que leur groupe fut constitué, Augustin dut le prendre à part et élémenter les questions à son usage. « Bernier Félix, disait le professeur de lettres anciennes, du bon sens, de l'équilibre. Pas assez de personnalité. Lisez, Bernier, lisez, mon ami. » Le bon Bernier promettait, de tout son honnête visage docile. Il ne pouvait s'empêcher d'être ridiculement serviable. 10 minutes avant la classe, il donnait un coup de main au garçon balayeur, déplaçait tout seul d'énormes bancs massifs, un peu humilié de sa force. De même, il laissait au réfectoire, avec simplicité, les morceaux les meilleurs, et l'on savait qu'il dévorait le pain, les gras, les têtes et les arêtes de sardines, les pelures de gruyère, tout, d'une faim jeune et magnifique. Sa personnalité ? Le vieux monsieur décoré, au lorgnon de myope, chargé des langues anciennes, était peut-être mal placé pour la voir. Il lui fallut pour cela, comme le fit Augustin pendant la récréation d'un des premiers samedis soirs, monter par le large escalier de bois ciré dont s'honorait le bâtiment en façade sur la rue. Un tapis beige, à 2 bandes rouges, expirait de respect au premier étage, à la porte du proviseur. On s'élevait ensuite au domicile du censeur sur des marches de bois bruni, dans une ascension sonore et sincère, que l'humilité n'étouffait plus. Encore plus haut, le bois était brut, le carreau rouge. Aucun revêtement administratif ne déguisait la nature. La familiarité grandissait avec altitude. L'aspect des lieux atteignait le pittoresque et même le cocasse. Le couloir bas et sinueux, qui naissait juste à la fin de la rampe, se contournait dans l'ombre, vers une destination inconnue, et le plafond s'en gondolait comme une vague vue à l'envers. Y débouchait un nombre considérable de portes jaunes. Un relent d'urine traversait l'une d'elles, on ne savait laquelle. Le chercheur hésitait, crainte d'indiscrétion. Une superbe fenêtre mansardée, construite uniquement pour l'aspect extérieur qu'elle donnait au comble, majestueuse et disproportionnée, offrait son visage à la rue. De guingois par rapport au couloir, elle l'éclairait par force, malgré elle, et lui tournait le dos si elle avait pu. Elle refusait de le voir et de le sentir. Elle paraissait s'arranger pour qu'il ne lui fût jamais présenté. L'une de ces portes jaunes, prise dans un pan coupé du plafond, devait, pour tourner, prendre son angle supérieur comme une page de livre trop corné. Fixée par 4 pointes, une carte de visite, d'un autre jaune qu'elle portait en grosse bâtarde de bon marché le nom de l'occupant, l'abbé Herzog, chanoine honoraire, et au-dessous écrit à la main « Aumônier ». C'était un vieil homme doux, ascétique et loin du monde, possédant le minimum de corps qu'il fallait pour être vu, construire son espace, sentir le froid, le sommeil et le besoin de mourir. Sans grand contact avec le vaste lycée, la première fois qu'il vit Augustin, il le fixa de ses yeux fatigués. La grande affection générale et méconnue qu'il portait à tous ses élèves, les très rares qu'il voyait et la masse de ceux qui ne venaient jamais, ne l'avertissaient pas très bien des mots à prendre pour s'ajuster à celui-là. Il se tenait devant un tableau-bureau vide et rase, d'une netteté abstraite, qu'on embrassait aussi bien en fermant les yeux.
mais des livres tapissaient toute la muraille et sans doute aussi toutes les pièces du petit appartement. Encastré entre les rayonnages, dissimulé dans l'ombre, un Christ brun se cachait, s'effaçant devant toute cette sagesse humaine, comme s'il craignait d'abuser. Ce fut là qu'Augustin vit Bernier Félix. Pour les jeunes de maintenant, disait l'abbé, c'est un prêtre de formation sociale qu'il faudrait. Un pauvre vieil homme comme lui n'était pas à sa place ici. Qu'on le mette dans quelque bibliothèque de grands séminaires, dans quelque couvent de religieuses adoratrices. D'utilité, continuait-il, je n'en ai guère d'autre que l'humiliation de me trouver chaque matin en face de mon inutilité. Il leur parlait avec une douceur confuse et riante, comme si c'était lui qui cherchait auprès d'eux des encouragements. Augustin ne se rappela bientôt plus au bout de combien de minutes la conversation dériva sur le sujet capital. À vrai dire, elle y tendait avant même qu'il eût monté les 4 étages, et c'était quand elle n'en parlait pas encore qu'elle dérivait. Il doit être renseigné, pensait-il, tandis qu'il s'entendait lui-même protester contre l'idée d'utilité supérieure qu'aurait un aumônier social. Il insistait au contraire sur l'urgence essentielle de l'apologétique biblique. « J'ai, dit l'abbé, 40 ans d'exégèse. Avec ou sans elle, l'essentiel me semble toujours être un acte d'amour de Dieu. » Augustin fut déçu. Ce n'était pas tout à fait cela dont il s'agissait. Le respect qu'il ressentait pour l'aumônier fit qu'il n'osa pas le dire. Bernier Félix avait prêté à la conversation un intérêt docile, ne dépassant point celui qu'il eût montré pour tout sujet scolaire. Augustin ne se trompait pas en croyant l'abbé renseigné. Il l'apprit par des camarades de seconde année. Moins vieux en réalité que ne le faisait croire son extrême maigreur, il n'atteignait pas les 60 ans. On le savait fort instruit dans sa partie universitaire, la philosophie de langue allemande qu'il manipulait avec l'aisance de l'alsacien bilingue. On le devinait de plus d'une érudition prodigieuse dans le canton de ses recherches personnelles, qui était l'histoire de l'Église au 1er siècle. Pédagogue singulièrement adroit, il avait confiné ses conférences à la période moderne et contemporaine, la seule qui intéressa ses élèves. Mais il les nourrissait de pénétration d'histoire générale si substantielle que le souvenir d'une fastueuse note d'oral, sur un sujet incidemment traité par lui, se transmettait d'année en année. Il ajoutait, à la fin de ses 3 quarts d'heure officiels, dans le brouhaha des cahiers pliés et des bruits de chaussures, toutes ces recherches d'érudition ne nous mettent qu'au vestibule de la vie religieuse, qui est amour de Dieu. Seul nous y ferait pénétrer une étude psychologique des saints. Mais ces mots apparaissaient comme une clause de style, la nécessaire et formaliste clochette destinée à rappeler que l'auteur était un curé. 1 mois après, environ, Paulin Zeller informa Augustin que, suivant sa suggestion, l'aumônier désirait voir ceux des catholiques qui disposeraient d'1 heure par semaine pour les études d'histoire des origines religieuses. Ils y vinrent 7. Seuls l'Argilier, Bernier, Zeller et Augustin furent fidèles. Des conditions matérielles assez difficiles allaient affecter les leçons. Il s'agissait de ne prendre aux disciples aucun autre temps que celui de leur présence, de n'empiéter sur aucune étude, encore moins sur une classe. Le jeudi et le dimanche, étant eux-mêmes promis à d'autres tâches, la récréation de 12h30 à 1h30 fut à peu près la seule partie du jour qui s'offrit. C'est là qu'Augustin entendit la première mention des manuels d'ancienne littérature chrétienne, et les noms d'Arnac, de Grüger et d'Olsenmann,
dont il devait plus tard si souvent feuilleter les volumes. Il fit aussi connaissance avec les Français Duchesne, Loisy, Lagrange et Batiffol. Il n'avait pas d'autre indication sur la manière dont ces sujets, radicalement nouveaux pour eux, étaient dominés par le vieux savant que la simplicité extrême d'un exposé où ne restait aucune obscurité, aucune allusion inexpliquée. Dès que la porte jaune s'ouvrait, au coup de sonnette longuement tremblant de petite épicerie rurale, l'air s'emplissait d'une odeur de vaisselle et de chou-fleur, soupçonnée dès le palier. Une première partie du parfum attestait les occupations de la bonne et la seconde les goûts culinaires qu'elle imposait à l'aumônier. Ce mélange n'accompagnait pas la leçon d'un bout à l'autre. Il filait avec tact, à l'anglaise, après le premier quart d'heure de familiarité. En revanche, le tapage des assiettes déplacées et replacées, l'ouverture et la fermeture des meubles, le glissement sifflant du balai persistaient derrière le mince briquetage, traversaient les paroles de l'abbé. Haute prière parmi des bruits de frères convers. Bien qu'il s'exagérât la poésie de la femme d'ouvrage, Augustin goûtait cette mystique compartimentée. La leçon terminée, le vieil homme récitait le Salve Regina, les yeux fermés, ses deux mains jointes réunissant leurs os minimes. Augustin ne se rassasiait pas de cette figure pâle et sereine, que de rares cheveux couvraient d'une sorte de mousse grise, intermédiaire entre la calvitie et la chevelure. En comparaison de cette heure, une bonne part du travail quotidien paraissait d'essence inférieure et de catégorie seconde, zone de vin moins fin autour d'un cru célèbre. En majorité, les élèves se montraient, au point de vue religieux, assez sobres de renseignements sur eux, à part certains cas extrêmes trahis par des débordements verbaux. Augustin mangeait à la même table que Christiani. On servait un vendredi des haricots et des merlans. Comme Christiani criait « Ce boulot de sale cléricale !» ou quelques exclamations de la sorte, Augustin, interpellé, dit que c'était une opinion religieuse de type salivaire, et comme telle, indiscutable. Des bruits de grosses vaisselles incassables traversaient les mots et les hurlements. Les initiatives de l'affirmation partaient presque toujours du clan libre-penseur, et les voix catholiques ne se faisaient entendre que pour les répliques. Curieux phénomène, remarquait Augustin. N'est-ce pas un peu de lâcheté ? Demandait Bernier, opinion que Paulin Zeller nuança avec sa délicatesse habituelle. Nos certitudes sortent plus que la leur des régions intimes de notre conscience. On aime peu lever le voile sur ces retraites. Augustin appuyait. Leurs opinions à eux, justes ou fausses, ce n'est pas la question. Sont produits intellectuels plus qu'œuvre de sensibilité. Comme telle, elle recherche volontiers précision et contrôle dans l'accord avec autrui. Moins personnelle et plus commune, dans tous les sens du mot, l'exposition en place publique est de leur nature. On n'en aurait que plus de mérite, insista Bernier, dont la simplicité fit souvenir Augustin de l'abbé Amplepuis. Il ne dit rien, mais se rappela la conduite de Bernier. Les dimanches des premières semaines, avant qu'il eût obtenu la permission de sortir dès 7 heures du matin, il ne déjeunait pas. Il passait des cubes de pain à la presse hydraulique de ses mains et les empochait. Il méprisait le chocolat dominical. Pis encore, il transmettait stoïquement aux voisins le savoureux liquide. La fumée du sacrifice encensait ses narines. Jupiter hiératique, immobile et berné. Augustin ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'il l'eût vu un jour entrer à Saint-Étienne-du-Mont, à la première messe basse qui suivait sa sortie, et y communier. Ô Bernier Félix, naïf, fort et doux, Héraclès enfant, vous aviez vous aussi la pudeur de votre vie intérieure. Le noyau, presque aussi stable qu'un corps chimique, le clan des Talas, comme l'argot de l'école normale appelait les catholiques, finit par se composer essentiellement de Largillier, Paulin Zeller, Bernier et Augustin.
Des vétérans de la Grande Cagne, composés d'élèves ayant concouru les années précédentes, s'y joignaient. Brûle y fréquentait volontiers, quoique juif. Leur promenade dessinait dans la grande cour a une trajectoire à 2 rebroussements. Le premier, au contact des colonnes en fonte supportant le préau côté Panthéon, et le second à l'autre bout, quand la rangée des cabinets vous insultait de ses souffles. Brûle propagandait pour son œuvre. Lui et Augustin étaient les têtes philosophiques de la classe. Inférieur à Augustin, dans tout ce qui relevait de la culture classique, et même en philosophie, pour l'acquis et la netteté de pensée, mais bien plus que lui au courant des choses d'art, de musique, de culture étrangère, il avait surtout infiniment plus d'expérience réelle. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.